J'aime tout chez ma femme, mais un jour, alors qu'elle envoyait des SMS dans la voiture, elle n'a pas remarqué que je la regardais et ce seul moment a détruit tout ce en quoi je croyais. Mon beau-fils de 6 ans a prononcé une phrase à la table de la cuisine qui a tout fait basculer. J'aimais ma femme complètement, jusqu'à ce que je commence à prêter attention. Ce que j'ai découvert dans mon mariage a mis fin au sien également, et elle ne l'a jamais vu venir. Je m'appelle Marcel Langlois. J'ai 43 ans et je possède 3 franchises de pneus et de services automobiles dans la grande région de Lyon, 2 en ville, une près de Bron. Je les ai développées sur 12 ans à partir d'un petit atelier que j'avais acheté avec un prêt que je n'avais aucune raison de prendre. Je ne suis pas riche, loin de là, mais je suis stable. Je paie mes factures. Je suis présent. Je tiens ma parole. Mon père m'a élevé en croyant que c'est ce qu'un homme est censé faire. Lorsque Juliette et moi nous sommes mariés il y a 2 ans et demi, je savais qu'elle avait un passé. Elle avait un fils, Bastien. Il avait 3 ans et demi quand nous nous sommes rencontrés, presque 4 ans quand j'ai commencé à venir régulièrement. Son père biologique, Gérard Simon, était à peine présent. Il payait sa pension alimentaire ordonnée par le tribunal, mais se montrait peut-être 2 fois par an, tout au plus. Juliette avait la garde principale, le contrôle total du calendrier parental, et Gérard semblait avoir accepté cet arrangement avec quelque chose entre la défaite et le soulagement. J'ai endossé ce rôle sans hésitation. Bastien était un bon gamin, calme, observateur, le genre de garçon qui observe attentivement les adultes avant de leur faire confiance. Il a fallu environ 3 mois avant qu'il ne me laisse lui lire une histoire avant de dormir sans se raidir. Au moment où Juliette et moi nous sommes fiancés, il m'appelait par mon prénom, et non plus l'ami de maman. Cela me suffisait. Ce sur quoi je n'ai pas posé assez de questions, c'est la façon dont son premier mariage s'était terminé. Je connaissais les grandes lignes, elle et Gérard s'étaient éloignés. La relation avait suivi son cours. Cela s'était mal terminé. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Je me disais que tout le monde avait un chapitre qu'il ne voulait pas lire à voix haute. J'ai été généreux avec cette compréhension, peut-être trop généreux. La première année de notre mariage a été bonne. Pas parfaite, aucun mariage ne l'est, mais bonne dans les aspects qui comptent. Nous avions des routines, le dimanche matin avec Bastien au parc au bout de la rue, le vendredi soir à cuisiner ensemble pendant qu'un match passait en fond sonore. Elle était attentionnée, engagée, présente. Elle riait à mes histoires même lorsqu'elle les avait déjà entendues. La deuxième année, les choses ont changé, subtilement au début. Elle a commencé à aller à la salle de sport plus régulièrement, ce que je n'ai pas remis en question, elle avait toujours été active. Elle a eu un nouveau téléphone et y a mis un code de verrouillage, ce qu'elle a expliqué avec un haussement d'épaule décontracté en parlant de « vie privée ». Elle a commencé à mettre plus de temps à répondre aux SMS lorsqu'elle était supposée faire des courses. De petites choses, le genre de choses que vous classez sans les examiner de trop près parce que vous ne voulez pas être ce mari-là. Le paranoïaque. Le contrôlant. Je n'étais pas contrôlant, j'étais confiant. Je sais maintenant qu'il existe une version de la confiance qui n'est pas une vertu. C'est un angle mort que vous vous êtes entraîné à appeler plus gentiment. Le moment où je commence cette histoire n'est pas dramatique. Il n'implique pas une dispute hurlante, ni des aveux, ni le fait de prendre quelqu'un sur le fait. Cela commence avec Bastien, 6 ans, assis à la table de la cuisine un mardi après-midi pendant que Juliette était dans le jardin au téléphone. Il coloriait, concentré, ne parlant pas vraiment à quelqu'un. Puis, sorti de nulle part, il a dit sans lever les yeux de sa page, « Kevin dit que ma maman a de très beaux yeux. » J'ai posé ma tasse de café. « Kevin ?» ai-je demandé, en gardant une voix détendue. Bastien a haussé les épaules. L'homme de la salle de sport. Il vient à la voiture parfois quand on récupère mes affaires d'école. Il l'a dit comme les enfants disent les choses, comme si ce n'était rien, comme si c'était évident, comme si tout le monde le savait déjà. Puis il s'est remis à colorier. Je suis resté là, dans ma propre cuisine, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage, pas de la panique, quelque chose de plus silencieux et de plus durable que l'une ou l'autre de ces choses. J'ai repris ma tasse. Je n'ai pas dit un autre mot à ce sujet, mais je ne l'ai pas oublié non plus. Cette nuit-là, allongé dans le lit pendant que Juliette dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas réagir. Je n'allais pas la confronter.
Je n'allais pas dévoiler mon jeu avant de comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'avais bâti 3 entreprises à partir de rien. Je savais être patient. Je savais planifier. J'ai commencé le lendemain matin. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit de mardi. Je suis resté allongé à repasser les mots de Bastien en boucle dans ma tête. Kevin dit que ma maman a de très beaux yeux. 6 ans, sans filtre, sans arrière-pensée, juste un enfant répétant quelque chose qu'un homme adulte avait dit à sa mère devant lui. Le lendemain matin, j'étais à mon atelier de Bron à 7 heures, gérant une livraison de pièces et un problème de planning avec l'un de mes techniciens. Je suis resté occupé. Être occupé était une bonne chose. Être occupé gardait mes mains actives pendant que mon cerveau travaillait sur le problème de la façon dont il travaillait toujours sur les problèmes, silencieusement en arrière-plan, triant ce que je savais et ce que j'avais encore besoin de découvrir. J'ai envoyé un SMS à Juliette vers midi. Je pense aller à la salle de sport cette semaine. C'est laquelle où tu vas déjà? Sa réponse est revenue en moins de 2 minutes. Le FIFORM sur l'avenue Jean Jaurès. Pourquoi? Tu abandonnes enfin les excuses. Amical, détendu. Pas une lueur d'hésitation dans son ton. Peut-être, ai-je répondu. Je vais peut-être aller voir. Elle a envoyé un pouce levé et rien d'autre. Cet après-midi-là, je suis passé devant FIFORM sur l'avenue Jean Jaurès. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé le bâtiment, le parking, l'agencement. Puis j'ai continué à conduire et je suis retourné au travail. 2 jours plus tard, le jeudi, Juliette m'a dit au petit déjeuner qu'elle se dirigeait vers la salle de sport après avoir déposé Bastien à l'école. Routine normale. Elle a dit qu'elle serait de retour vers 10h30, peut-être 11h. J'ai appelé Olivier Barret à 8h15. Olivier et moi nous connaissons depuis la classe de 5e à Villefranche. C'est le genre d'ami à qui vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses. Vous lui donnez les grandes lignes, et il remplit le reste. Il travaille dans l'assurance commerciale maintenant, ce qui signifie qu'il a passé 20 ans à apprendre à lire les situations pour ce qu'elles sont réellement plutôt que pour ce qu'elles paraissent être. Je lui ai dit ce que Bastien avait dit. Je lui ai parlé de la salle de sport, du code sur son téléphone, des intervalles plus longs entre les messages. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Olivier a dit, « De quoi as-tu besoin ?» Juste de savoir que je ne perds pas la tête, lui ai-je dit. Ce n'est pas le cas, a-t-il dit. Quelle est ta prochaine étape? Je lui ai dit que j'allais sur le parking de la salle de sport. Je suis arrivé à FIFORM à 9h40 et je me suis garé de l'autre côté de la rue, dans une zone commerciale, assez loin pour avoir une ligne de vue dégagée sur l'entrée sans être évident. La Honda Accord argentée de Juliette était déjà sur le parking, 3e rangée depuis la porte. J'ai attendu. À 10h15, un homme est sorti de la salle de sport à Grand, la trentaine, le genre de carrure qui vient du fait de passer beaucoup de temps dans une salle de musculation. Il portait un sac de sport et se déplaçait avec l'assurance facile de quelqu'un qui est bien dans sa peau. Il s'est arrêté près de l'entrée, a vérifié son téléphone, puis s'est appuyé contre le mur. 4 minutes plus tard, Juliette est sortie. Elle l'a repéré immédiatement, le genre d'immédiatement qui signifie que vous cherchiez quelqu'un, pas que vous le croisez par hasard. Elle a souri. Pas le sourire poli que vous donnez à une connaissance. Quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de privé. Il a dit quelque chose, et elle a ri, penchant la tête d'une manière que je reconnaissais. Elle faisait ça quand elle s'amusait. Puis elle a marché vers sa voiture. Et voici le moment auquel je reviens sans cesse, celui qui a tranché à travers toutes les excuses que je lui avais trouvées dans ma propre tête. Elle n'est pas partie. Elle s'est assise sur le siège conducteur. Et à travers son pare-brise, je pouvais voir la lueur de l'écran de son téléphone, les 2 mains dessus, complètement absorbées. Cette même expression douce était sur son visage, celle qui n'avait rien à voir avec les listes de courses ou les ramassages scolaires ou quoi que ce soit qui appartenait à la vie que nous avions construite ensemble. Elle est restée dans cette voiture pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord. Elle n'avait aucune idée que j'étais assis à 100 mètres de là. Quand elle a finalement reculé et conduit vers la sortie, je suis resté où j'étais. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. J'en avais assez pour savoir que ce à quoi j'avais affaire était réel, que le commentaire désinvolte de Bastien n'était pas une coïncidence, et que l'homme de la salle de sport avait un nom que j'allais découvrir.
cette nuit-là, j'ai commencé à garder des mémos vocaux sur mon téléphone. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Date, heure, détail de la même manière que je documente un problème dans l'un de mes ateliers avant de décider comment le gérer. Premier mémo, jeudi, 10h15 du matin. Homme grand, fille forme, avenue Jean Jaurès, milieu de la trentaine. Elle savait exactement où il se tenait. J'ai gardé ma voix plate et stable quand je l'ai enregistré. Puis j'ai posé le téléphone, je suis allé dans le salon et j'ai lu son histoire du soir à Bastien comme si rien au monde n'avait changé. J'ai toujours cru que si vous voulez connaître la vérité sur quelque chose, vous n'enfoncez pas les portes. Vous tirez un fil et vous laissez le tout se défaire de lui-même. Le vendredi matin, j'avais un nom, Kevin. J'avais une salle de sport. J'avais un visage. Ce que je n'avais pas encore, c'était une image complète. Et dans mon domaine d'activité, on ne prend jamais de décision basée sur une image incomplète. On attend que les chiffres racontent toute l'histoire. J'ai parcouru le site web de Fiform. La page du personnel listait 6 entraîneurs. L'un d'eux était Kevin Mercier, 34 ans, avec une photo qui correspondait à l'homme que j'avais vu à l'extérieur de la salle de sport jeudi. Entraîneur personnel certifié, 3 ans dans l'équipe. J'ai fixé cette photo pendant un moment. Un gars d'apparence moyenne. Rien chez lui n'expliquait quoi que ce soit. Cela rendait la chose presque pire. J'ai cherché son nom plus largement. Il avait une présence sur les réseaux sociaux, non verrouillée, ce qui me disait soit qu'il était imprudent, soit qu'il ne pensait pas avoir quoi que ce soit à cacher. Principalement du contenu de salles de sport, photos de progrès, témoignages de clients, légendes motivantes. Mais ensuite, environ 8 mois auparavant, une photo lors d'un événement local de 5 km. Kevin Mercier debout avec une femme, son bras autour d'elle, tous les deux souriants. La légende l'identifiait, Diane Mercier. Mariée. Je suis resté avec ça pendant 1 minute. Puis j'ai continué. J'ai sorti notre compte téléphonique. Juliette et moi étions sur un forfait partagé. Je n'avais jamais eu de raison de regarder ces journaux d'appel auparavant. J'en avais une maintenant. J'ai fait défiler 3 mois en arrière et j'ai trouvé ce que je cherchais sans avoir à chercher bien loin. Un numéro apparaissant encore et encore. Matin, milieu de journée, soirées occasionnelles quand j'étais encore à l'atelier. Des dizaines d'entrées. J'ai copié le numéro dans une recherche inversée et j'ai obtenu un nom, Kevin Mercier, Lyon. 93 jours de contact. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé à mon atelier de Bron et j'ai passé 4 heures à faire exactement ce que je devais faire, vérifier l'inventaire, passer en revue les journaux de service de la semaine, discuter d'un problème de personnel avec mon gérant, Rémi. Une journée normale, complètement normale vue de l'extérieur. Ce soir-là, j'ai commencé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable, protégé par mot de passe. Je l'ai étiqueté, documentation, et j'y ai tout mis, capture d'écran du journal d'appel, le profil de l'entraîneur, la photo sur les réseaux sociaux de Kevin et sa femme. Chaque entrée datée et horodatée. Samedi après-midi, Juliette a emmené Bastien à un entraînement de football, et j'ai utilisé cette heure pour me poser avec ce que je savais. Je n'étais pas prêt à la confronter. Pas encore. J'avais besoin de 2 choses supplémentaires, des preuves physiques et l'histoire complète de la façon dont son premier mariage s'était réellement terminé. Cette seconde partie était l'idée d'Olivier. Je l'ai appelé à nouveau vendredi soir, je l'ai mis au courant pour Kevin Mercier et les journaux d'appel. Olivier a écouté, puis a dit quelque chose qui m'a arrêté net. T'a-t-elle beaucoup parlé de pourquoi les choses se sont terminées avec Gérard? Ils se sont éloignés, ai-je dit, ces mots. Olivier est resté silencieux une seconde. J'ai fait une police commerciale pour un gars l'année dernière qui connaissait Gérard Simon d'un club amateur. Il a dit que Gérard s'est fait complètement dépouiller lors du divorce. Il a perdu la maison en payant une pension pour elle, pas seulement pour le gamin. Je n'avais pas été au courant de la pension alimentaire pour conjoint. Juliette avait mentionné les paiements de pension alimentaire pour enfants de Gérard, mais elle n'avait jamais mentionné recevoir un soutien pour elle-même. Ça vaut une conversation, a dit Olivier. J'étais d'accord. Il m'a fallu 2 jours pour retrouver Gérard Simon par le biais d'un contact mutuel à Villefranche. Je lui ai envoyé un SMS, je suis resté bref et direct. Je lui ai dit que j'étais le mari actuel de Juliette et que j'avais besoin de parler. Je m'attendais au silence ou à un refus.
Au lieu de cela, il a répondu dans l'heure. Ouais, je me doutais que ce jour viendrait. Nous nous sommes rencontrés lundi matin dans un restaurant sur la route de Vienne, assez loin des itinéraires habituels de Juliette pour que je ne sois pas inquiet d'être repéré. Gérard était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle, un café devant lui, ressemblant à un homme qui portait quelque chose de lourd depuis longtemps. Il a été direct dès la première phrase. Pas de colère dans sa voix, ce qui m'a surpris. Juste une honnêteté plate et fatiguée. Elle recommence, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ce n'était pas vraiment une question. J'ai hoché la tête. Gérard a enveloppé sa tasse de café de ses deux mains. Son mec à l'époque était un entraîneur, aussi. Salle de sport différente, même configuration. Je l'ai découvert de la même manière que vous probablement, elle est devenue négligente, et quelqu'un a vu quelque chose. Il a fait une pause. J'ai essayé de le prouver au tribunal. Je n'ai pas pu rassembler assez d'éléments à temps. Elle avait un meilleur avocat, et elle a bougé plus vite que moi. Elle a pris la maison, a obtenu une pension alimentaire pour conjoint en plus de la pension alimentaire pour enfants, et je paie les deux depuis. Il m'a regardé alors. Ne faites pas mon erreur. Quoi que vous ayez, obtenez en plus. Verrouillez tout hermétiquement avant qu'elle ne sache que vous arrivez. Je suis retourné à mon atelier avec les mots de Gérard assis dans ma poitrine comme du gravier. Elle avait déjà fait ça. Même stratégie, mari différent. Et l'homme en face de moi dans cette banquette avait passé des années à payer le prix de ne pas avoir été préparé. J'allais être préparé. Le mémo vocal de cette nuit-là a été le plus long jusqu'à présent. Après ma conversation avec Gérard Simon, je me suis donné 2 jours pour penser clairement avant de passer à l'étape suivante. 2 jours à gérer mes ateliers, à aller chercher Bastien à l'école le mardi parce que Juliette avait un rendez-vous chez le coiffeur, à lire des histoires du soir, à faire du café le matin comme si tout était pareil. Ce n'était pas pareil, mais j'avais besoin qu'elle croie que ça l'était. J'ai appelé Olivier le mercredi soir depuis mon camion sur le parking de mon atelier de Vèze. Je lui ai dit ce que Gérard avait dit, l'entraîneur, la stratégie, le fait que Juliette avait bougé plus vite et plus intelligemment que Gérard ne l'avait prévu. Olivier a dit, alors tu bouges plus intelligemment. J'ai besoin de preuves physiques, lui ai-je dit. Quelque chose qui tient la route. Alors tu dois la prendre sur le fait et documenter ça correctement. Je pensais la même chose. Les journaux d'appel étaient solides mais pouvaient être justifiés. L'observation à la salle de sport était suggestive mais pas concluante. J'avais besoin de quelque chose qui ne pouvait pas être détourné. Jeudi matin, Juliette a mentionné qu'elle allait à la salle de sport et ensuite faire des courses. Elle a estimé qu'elle serait de retour vers 1h. J'ai appelé mon gérant à l'atelier de Bron et lui ai dit que je serais là vers 2h. Puis j'ai conduit jusqu'à Fiforme et je me suis garé là où je l'avais fait auparavant, de l'autre côté de la rue. Kevin Mercier a quitté la salle de sport à 10h40. Il s'est dirigé vers sa voiture, un pick-up bleu foncé, et a conduit vers l'est sur l'avenue Jean Jaurès. Je l'ai suivi à distance, assez de circulation entre nous pour que ce ne soit pas évident. Il a pris le cours Émile Zola vers l'est, puis a tourné vers le sud sur la route de GENAS. J'avais conduit sur ce tronçon 100 fois, je connaissais la plupart des entreprises qui s'y trouvaient. Quand il est entré sur le parking d'un motel appelé l'hôtel du Belvédère, j'ai senti ma mâchoire se serrer. Je me suis garé de l'autre côté d'une station-service voisine avec une ligne de vue dégagée sur l'entrée de l'hôtel. Il est allé à la réception, et ressorti avec une carte clé et a marché vers une chambre au rez-de-chaussée, chambre 114. La Honda Accord de Juliette est arrivée 17 minutes plus tard. Elle s'est garée loin de l'entrée, plus près de la rue. Délibérément, ai-je réalisé. Instinctivement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai lancé l'appareil photo. J'ai photographié sa voiture sur le parking. Je l'ai photographié marchant vers la chambre 114. J'ai photographié l'enseigne de l'hôtel, le numéro de la chambre sur la porte, l'horodatage visible sur chaque cliché. La porte s'est refermée derrière elle à 11h08. Je suis resté assis là et j'ai respiré lentement, délibérément. Je savais que cela arrivait, et cela m'a quand même frappé comme un coup de poing. J'ai attendu 1h19. Puis la porte s'est ouverte. Kevin est sorti le premier, détendu, sans urgence. Juliette a suivi 1 minute plus tard, mettant ses lunettes de soleil, passant une main dans ses cheveux. Ils sont restés devant la chambre pendant peut-être 2 minutes, parlant,
un rire bref, un langage corporel détendu. Puis ils sont allés vers leurs véhicules respectifs et sont partis dans des directions différentes. J'ai tout photographié. De retour dans mon camion, je suis resté assis avec le téléphone à la main, regardant les images, claires, horodatées, sans ambiguïté. Le genre de preuve que Gérard Simon n'avait jamais réussi à obtenir. J'ai appelé Raymond Huet depuis ce parking. Raymond avait géré un litige de contrat commercial pour moi il y a 3 ans. Vif, direct, pas de mots inutiles. Exactement le genre d'avocat dont j'avais besoin en ce moment. J'ai besoin de vous parler d'un divorce, ai-je dit quand il a décroché. Et j'ai besoin d'en parler aujourd'hui. Raymond m'a casé à 4h30. J'ai apporté le téléphone, les captures d'écran du journal d'appel, tout ce que j'avais. Il a parcouru le tout sans expression, a posé 3 ou 4 questions précises, puis s'est adossé à sa chaise. La France reconnaît le divorce pour faute, a-t-il dit. Ce que vous avez là est utilisable. La documentation est solide. Il a fait une pause. C'est elle que vous savez? Pas la moindre chose, lui ai-je dit. Raymond a hoché la tête. Gardez ça comme ça pour l'instant. Donnez-moi une semaine pour préparer le tout. J'ai quitté son bureau en me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis lundi. Pas bien, il n'y avait rien de bon dans tout ça, mais stable. Cette nuit-là, j'ai enregistré le 2e mémo vocal, date, heure, inventaire des photos, le nom de Raymond et notre conversation. Puis je suis rentré chez moi, je me suis assis en face de Juliette au dîner, et je l'ai laissé me raconter sa journée. Elle a dit que la salle de sport était super et que les courses avaient pris une éternité. J'ai dit que ça avait l'air difficile. Je me suis versé un verre d'eau et je l'ai écouté parler. Raymond Huet m'a appelé le lundi matin, 8 jours après notre première réunion. Il a dit qu'il avait le cadre prêt et voulait me le présenter avant que nous ne déposions quoi que ce soit. Nous avons fixé une réunion pour mercredi après-midi. Cela me laissait 2 jours pour boucler le seul fil sur lequel j'étais assis depuis ma conversation avec Gérard Simon. Gérard m'avait dit que Juliette avait un meilleur avocat et avait bougé plus vite qu'il ne l'avait prévu. Ce qu'il ne m'avait pas dit, parce que je n'avais pas posé la bonne question, c'était exactement à quoi ressemblait « bouger plus vite » dans la pratique. Je lui ai envoyé un SMS dimanche soir. Une dernière question. A-t-elle consulté un avocat avant que tu ne saches que quelque chose n'allait pas? Sa réponse est revenue en 10 minutes. J'ai trouvé des frais sur notre carte commune environ 3 mois avant qu'elle ne dépose la demande. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. J'ai fait le lien plus tard. Un cabinet de droit de la famille au centre-ville. Elle planifiait ça alors que je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit commune en ligne. J'ai fait défiler les mois précédents. Rien d'un cabinet d'avocat. Je suis remonté 5 mois en arrière. Il y avait des frais que j'avais remarqués à l'époque mais que j'avais supposé être quelque chose de professionnel. Un cabinet appelé Delaunay et Croix. Je les ai cherchés, cabinet de droit de la famille, Lyon. Elle avait déjà vu un avocat. J'ai transféré la capture d'écran à Raymond sans aucun commentaire. Il m'a rappelé dans les 20 minutes. Elle se prépare, a-t-il dit, sans surprise dans sa voix. Cela change le calendrier. Nous devons bouger d'ici la fin de la semaine. La réunion de mercredi avec Raymond a été efficace. Il m'a présenté la situation des actifs. La maison était à moi avant le mariage, ce qui comptait. Les ateliers étaient à moi, établis et documentés avant nos noces. L'accord prénuptial que nous avions signé, que Juliette avait traité comme une formalité, contenait une clause de fidélité que Raymond a dit être exécutoire étant donné ce que j'avais documenté. Elle comptait sur le fait que vous ne connaissiez pas cette clause, a dit Raymond, ou que vous ne soyez pas capable de prouver quoi que ce soit. Elle a mal calculé, ai-je répondu. Raymond s'est permis un bref hochement de tête professionnel. Oui, elle l'a fait. Ce soir-là, Olivier est passé à la maison pendant que Juliette était à son club de lecture, ou peu importe où elle était réellement. Nous nous sommes assis sur ma véranda arrière avec les lumières éteintes, et je l'ai mis au courant de tout, la clause prénuptiale, le calendrier de Raymond, les frais de Delaunay et Croix. Olivier est resté silencieux un moment. Puis il a dit, elle est allée voir un avocat pendant que tu jouais encore au mari parfait. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle prévoyait d'être celle qui déposerait la demande en premier.
Prendre les devants, ai-je dit. Contrôler le récit. Maximiser ce avec quoi elle repartirait. La même chose qu'elle a faite à Gérard, a dit Olivier. Exactement la même chose. Adresse différente, homme différent, stratégie identique. Et la seule raison pour laquelle cela n'allait pas fonctionner cette fois-ci, c'était parce que j'avais écouté un garçon de 6 ans dire quelque chose à la table de la cuisine à propos d'un homme nommé Kevin. J'ai pensé à Bastien cette nuit-là après le départ d'Olivier. Le gamin était dans sa chambre, endormi, complètement inconscient que son monde était sur le point de basculer à nouveau. Il avait déjà perdu une version d'un foyer stable quand Juliette et Gérard ont divorcé. Maintenant, il allait en perdre une autre. Ce n'était pas de ma faute. Je le savais. Mais cela pesait lourdement malgré tout. Ce que je savais aussi, et ce à quoi je me raccrochais quand le poids de tout ça devenait trop lourd, c'était ceci: si Juliette avait obtenu ce qu'elle prévoyait, si je n'avais pas découvert le pot aux roses, si j'avais laissé le divorce se produire selon ses conditions. Elle serait repartie avec une pension alimentaire pour conjoint, potentiellement une réclamation sur les revenus de l'entreprise, et j'aurais passé des années dans la même position que Gérard Simon en ce moment, payer, voir Bastien un week-end sur 2. Perdre du terrain sur ce que j'avais passé 12 ans à construire. Cela n'allait pas arriver. Raymond a déposé les papiers le vendredi matin. Juliette ne le savait pas encore. Elle est partie ce matin-là de la même façon qu'elle partait tous les matins, café, clé, un au revoir rapide qui était devenu plus court et plus automatique au cours de l'année passée. Je l'ai regardé sortir de l'allée depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai pris mon téléphone et enregistré le mémo vocal numéro 3. Bref, juste les faits. Raymond a déposé le dossier. La clause prénuptiale est en jeu. Elle visite Delaunay et Croix. Nous avons déjà contré cela. J'ai posé le téléphone et je suis allé travailler. Les papiers étaient déposés, mais le silence dans la maison semblait différent maintenant, plus lourd, comme l'air avant un orage qui n'a pas encore éclaté. Juliette ne savait pas. Elle vaquait à ses occupations avec la même aisance pratiquée qui m'avait autrefois convaincu qu'elle était une femme en paix avec sa vie. Maintenant, je le comprenais pour ce que c'était, la confiance de quelqu'un qui croyait être encore aux commandes. Elle ne l'était pas. Raymond m'a conseillé de maintenir un comportement normal jusqu'à ce que nous soyons prêts à signifier les papiers, idéalement d'une manière qui limitait sa capacité à agir rapidement sur le plan financier. J'avais déjà une longueur d'avance là-dessus. Les comptes de l'atelier étaient à mon nom, tout comme la maison. J'avais déplacé la majeure partie de mes économies personnelles sur un compte séparé la semaine même où j'avais appelé Raymond pour la première fois. Rien d'imprudent, rien qui ne pourrait être qualifié de dissimulation d'actifs, juste un homme prudent avec ce qu'il avait construit. Mercredi de cette semaine-là, Bastien est rentré du CP avec un dessin qu'il avait fait en cours d'art. Il a marché jusqu'à moi au comptoir de la cuisine et l'a tendu sans cérémonie. 2 personnages, un grand, un petit, debout devant ce qui semblait être un atelier de pneus basé sur les formes circulaires sur la façade. « C'est moi et toi au travail », a-t-il dit. Je le lui ai pris et je l'ai regardé un moment. Crayon sur papier de construction, ligne tordue, le genre de choses qu'un enfant de 6 ans produit avec un sérieux total. Le grand personnage avait des cheveux bruns, ce qui était une approximation des miens. « Tu m'as donné le bon nombre de doigts », ai-je dit. Bastien avait l'air content de lui. J'ai compté. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur avec un aimant. Juliette est entrée dans la cuisine 10 minutes plus tard, y a jeté un coup d'œil, a dit « mignon », et a commencé à préparer le dîner. Je me tenais au comptoir et pensais à ce que Raymond m'avait dit lors de notre dernière réunion, que l'accord prénuptial couvrait la pension alimentaire pour conjoint, mais pas les arrangements parentaux impliquant Bastien puisqu'il n'était pas mon enfant biologique. Légalement, quand tout cela serait fini, je n'aurais aucune qualité pour demander la garde ou un droit de visite. Bastien resterait avec Juliette, et tout contact que nous avions construit sur 2 ans et demi n'existerait que si elle le permettait. C'était une chose difficile à accepter. Olivier m'avait demandé, quand je le lui ai dit, si je prévoyais de rester dans la vie de Bastien d'une manière ou d'une autre. J'avais dit que je ne savais pas encore. La réponse honnête était que je le voulais, mais je comprenais aussi que vouloir quelque chose et que ce soit possible sont 2 choses différentes. Juliette n'allait rien rendre facile une fois que les papiers arriveraient. Ce à quoi je revenais sans cesse, et ce qui me stabilisait quand le poids de tout cela m'écrasait, c'était le calcul plus large.
Si ce mariage avait continué comme Juliette l'entendait, si elle avait déposé la demande en premier et bougé selon ses conditions, Bastien m'aurait vu disparaître de sa vie de toute façon, juste plus lentement, en arrière-plan. Tandis qu'une décision de justice dépouillait ce que j'avais construit. Au moins de cette façon, j'étais celui qui restait debout quand ça se terminait. Et il y avait autre chose que je ne m'étais pas laissé dire à voix haute jusqu'à cette semaine-là, assis dans mon camion après avoir fermé l'atelier de Vèze le jeudi soir. J'étais heureux, sincèrement, profondément heureux que Juliette et moi n'ayons jamais eu d'enfant ensemble. Nous en avions parlé la première année de notre mariage. Elle avait abordé le sujet quelques fois, pas avec urgence, mais avec constance. Quelque chose m'avait toujours fait freiner. Je me disais que c'était l'entreprise, le timing, le fait de ne pas être prêt. Maintenant, je le comprenais différemment. La même chose qui m'avait rendu prudent avec mes ateliers et l'instinct de protéger ce que vous avez construit avait travaillé silencieusement en arrière-plan de ma vie personnelle aussi. Si nous avions eu un enfant ensemble, j'aurais été Gérard Simon à nouveau, payant une pension à une femme qui avait planifié mon éviction avant que je ne sache qu'un plan existait, manquant mon propre enfant un week-end sur 2. Au lieu de cela, j'avais 43 ans avec mes entreprises intactes, ma maison sécurisée et un accord prénuptial avec une clause de fidélité que Juliette avait signée sans la lire assez attentivement. Vendredi soir, je me suis assis à la table de la cuisine pendant que Juliette mettait Bastien au lit. Je pouvais l'entendre lui faire la lecture, sa voix voyageant dans le couloir, facile et chaleureuse. Elle était une bonne mère dans les aspects visibles. Je ne contestais pas cela. Elle était aussi une femme qui avait joué ce même tour à un précédent mari et était à mi-chemin de me le jouer. Ces deux choses étaient vraies en même temps. J'avais passé des semaines à essayer de les concilier et j'avais arrêté d'essayer. Certaines choses ne se concilient pas. Vous acceptez simplement l'image entière et décidez quoi en faire. Raymond a appelé à 8h15. L'huissier de justice était prêt. Lundi matin à la maison avant que Juliette ne parte pour sa journée. Vous êtes sûr, a-t-il demandé. Je suis sûr depuis un moment, lui ai-je dit. Finissons-en. L'huissier a atteint Juliette le lundi matin à 9h43. Je connais l'heure exacte parce que Raymond m'a envoyé la confirmation par SMS pendant que je faisais une inspection des pièces dans mon atelier de Vèze. J'ai lu le message, répondu un seul mot, reçu, et j'ai continué à marcher dans l'atelier. J'étais au travail depuis 7 heures. La routine aide. Elle donne à vos mains quelque chose à faire pendant que votre cerveau traite des choses que vous ne pouvez pas précipiter. Juliette a appelé 4 fois avant midi. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé 3 SMS. Le premier confus, le second en colère, le troisième quelque chose de plus proche de l'effroi. J'ai lu les 3 et n'ai répondu à aucun d'entre eux. Raymond m'avait conseillé de faire passer toute communication par lui pour le moment. Et je suivais ce conseil à la lettre. Ce que j'ai fait lundi après-midi était quelque chose à quoi je pensais depuis la nuit où j'avais identifié Kevin Mercier sur la page du personnel de Fiform. J'ai confirmé qu'il était marié à une femme nommée Diane. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux. Principalement public, des photos chaleureuses, le genre de compte qui appartient à quelqu'un qui croit que sa vie est stable. Elle méritait de savoir que ce n'était pas le cas. J'ai rédigé un message soigneusement. Pas d'émotion, pas de drame, juste des faits. Le nom de son mari, la salle de sport, le motel sur la route de GENAS, les dates, les photographies. Je lui ai dit que j'étais le conjoint de l'autre côté de la situation et que j'avais longuement réfléchi avant de la contacter. Je lui ai dit que j'avais de la documentation si elle la voulait. Je l'ai envoyé depuis une adresse électronique secondaire, j'ai inclus 2 des photos horodatées, et j'ai attendu. Diane Mercier a répondu dans les 4 heures. Son message était court. Elle était encore en train d'assimiler la nouvelle. Clairement, la phrase était un peu inégale, mais elle demandait la documentation complète. Je l'ai envoyée. Elle a répondu à nouveau ce soir-là. Merci de me l'avoir dit. Je sais que ce n'était pas facile. Je suis désolé que vous traversiez cela aussi. Nous avons échangé quelques messages brefs supplémentaires au cours des 2 jours suivants. Elle n'était pas intéressée par la coordination de quelque chose de dramatique. Elle avait juste besoin de ce que j'avais, et je le lui ai donné sans condition. Elle gérait sa propre version du même naufrage. Je n'allais pas rendre les choses plus difficiles. Ce qu'elle m'a dit dans l'un de ses messages, c'est que Kevin avait fait quelque chose de similaire avant leur mariage.
Une situation qu'elle avait connue mais qu'elle avait choisi d'ignorer parce qu'elle croyait que c'était une erreur de jugement unique. Elle portait ce compromis depuis lors. Se demandant. Maintenant, elle avait sa réponse. J'ai pensé à Gérard Simon quand j'ai lu cela. Deux personnes qui avaient donné une seconde chance à quelqu'un qui avait utilisé ses chances pour affûter son approche pour la fois suivante. Olivier est passé mardi soir. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière de la même manière que nous le faisions toujours. Pas de fanfare, juste deux hommes qui étaient amis depuis assez longtemps pour se passer de la mise en scène. Diane Mercier m'a contacté aujourd'hui, lui ai-je dit. Elle dépose une demande. Olivier a hoché la tête. Kevin passe une semaine difficile. Il l'a mérité, ai-je dit. Nous sommes restés avec cela pendant un moment. Puis Olivier a demandé comment Juliette avait réagi au papier. Je ne sais pas encore, lui ai-je dit. Raymond gère la communication. Je le saurai quand je serai censé le savoir. Olivier m'a regardé fixement. Comment tu tiens le coup? J'ai considéré la question comme elle méritait d'être considérée. Mieux que je ne l'espérais, ai-je dit finalement. Je pense que j'ai commencé à faire le deuil de ça il y a un moment sans savoir que c'était ce que je faisais. Il a hoché la tête comme si cela avait du sens pour lui, parce que c'était le cas. J'ai enregistré le mémo vocal numéro 4 cette nuit-là. L'échange avec Diane Mercier, la visite d'Olivier, les papiers signifiés, les appels auxquels je n'avais pas répondu, les SMS que j'avais laissés en suspens. À la fin, j'ai dit, Kevin Mercier est sur le point d'avoir la même conversation avec Diane que Juliette va avoir avec moi. 2 foyers, même mardi. Il pensait que cela n'avait aucune conséquence. Il avait tort. J'ai arrêté l'enregistrement et posé le téléphone sur la table de nuit. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Raymond a appelé mercredi matin pour me dire que Juliette avait retenu les services de Delaunay et Croix, le même cabinet qu'elle avait déjà visité. Comme prévu, son avocat l'avait contacté, demandant une réunion pour discuter des termes du règlement. Raymond avait accepté une conversation préliminaire pour la semaine suivante. Elle va insister pour une pension alimentaire pour conjoint, a dit Raymond. Son avocat présentera cela comme une réclamation d'ajustement de mode de vie à long terme. Et l'accord prénuptial, ai-je demandé. Nous commençons par la clause de fidélité, a-t-il dit. Les photographies, les journaux d'appel, le motel. Elle a signé cet accord. Son avocat sait ce qu'il dit. Je lui ai dit que je voulais parler à Juliette directement avant que les avocats ne commencent à échanger de la paperasse. Pas pour négocier, je n'allais pas négocier, mais il y avait des choses que j'avais l'intention de lui dire en face, dans notre maison, avant que les avocats ne transforment cela en transaction. Raymond m'a déconseillé de le faire. Je l'ai remercié pour le conseil et je l'ai quand même planifié. J'ai appelé Juliette ce soir-là, la première fois que je décrochais ou composais son numéro depuis que les papiers avaient été signifiés. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix étroitement contrôlée de la manière dont les gens parlent quand ils ont répété. Nous devons parler, ai-je dit. Demain soir. À la maison. 6 heures. Une pause. D'accord, a-t-elle dit. Elle est arrivée à 6 heures pile. J'étais déjà à la table de la cuisine. Pas de café, pas de semblant d'hospitalité, juste la table entre nous et le dossier que j'avais mis de côté. Juliette s'est assise en face de moi et a commencé par l'offensive, ce qui ne m'a pas surpris. Elle a dit que je réagissais de manière excessive, que j'avais pris une décision sans lui donner une chance de s'expliquer, qu'un mariage n'était pas quelque chose que l'on jetait sans une conversation. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai ouvert un dossier et posé 3 photographies sur la table. Le motel, chambre 114. Elle marchant vers la porte à 11h08 du matin. Elle les a regardées sans parler. Kevin Mercier, ai-je dit. 34 ans, fiforme sur l'avenue Jean Jaurès. 93 jours de contact téléphonique avant que je ne prenne ses photographies. Sa mâchoire s'est serrée. Elle m'a regardé. Tu m'as suivi. Je l'ai fait, ai-je dit, après que ton fils de 6 ans m'ait dit que Kevin avait dit que tu avais de jolis yeux. Ça a porté. Je l'ai vu dans la façon dont son expression a changé. Pas de la culpabilité exactement, mais la reconnaissance que le fil avait commencé quelque part qu'elle n'avait pas contrôlé. Elle a essayé un angle différent. Elle m'a dit que je ne comprenais pas ce qui avait manqué dans notre mariage,
qu'elle n'avait pas eu l'intention que les choses aillent aussi loin, que si j'avais juste fait plus attention, elle n'aurait peut-être pas. Je l'ai arrêté là. J'ai parlé à Gérard, ai-je dit. Silence complet. Il m'a parlé de l'entraîneur à l'autre salle de sport, ai-je continué, gardant ma voix égale. Il m'a parlé de l'avocat que tu as engagé avant qu'il ne sache que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit ce que ça lui a coûté. J'ai fait une pause. J'ai trouvé des frais de Delaunay et Croix sur notre compte, Juliette. Il y a 5 mois, tu étais dans leur bureau à planifier ta sortie pendant que je récupérais Bastien à l'école. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait baissé. Que veux-tu ? Je veux que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose que je fais par colère, ai-je dit. Je veux que tu comprennes que je sais exactement ce qui s'est passé et exactement comment c'était planifié. Et je veux que tu saches que l'accord prénuptial que tu as signé a une clause de fidélité que Raymond Huet est prêt à plaider devant un juge avec ses photographies comme pièce à conviction. Elle a regardé les photos sur la table. Le calcul derrière ses yeux était visible, faisant tourner les chiffres, évaluant les positions de la même manière qu'elle l'avait fait avec Gérard, sauf que cette fois, les mathématiques ne jouaient pas en sa faveur. Et pour Bastien, a-t-elle dit. Bastien est ton fils, ai-je répondu. J'aurais aimé rester dans sa vie. Tu as rendu ça compliqué. Elle est partie 40 minutes plus tard sans avoir accepté quoi que ce soit, ce qui était bien. Cette conversation ne concernait pas un accord. Il s'agissait de s'assurer qu'elle comprenait le terrain sur lequel elle se tenait avant que les avocats ne prennent le relais. J'ai enregistré le mémo vocal numéro 5 après qu'elle soit sortie de l'allée, court, factuel, sans éditorialisation. À la fin, j'ai dit, elle sait maintenant. La performance est terminée. Tout ce qui vient ensuite se passe à la lumière du jour. Raymond m'a appelé un jeudi matin, 2 semaines après la signification des papiers, et m'a dit que Delaunay et Croix avaient soumis leur position formelle, pension alimentaire pour conjoint. Une réclamation sur les revenus projetés de l'entreprise basée sur les contributions pendant le mariage, et une demande de temps de transition prolongé avant que Juliette ne soit tenue de quitter la maison. Je me suis assis dans mon camion sur le parking de mon atelier de Bron et je l'ai écouté lire la liste sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit, expliquez-moi avec quoi nous compterons. Raymond était méthodique, ce qui est exactement ce pourquoi je l'avais engagé. La clause de fidélité de l'accord prénuptial était la pièce maîtresse, signée, attestée, déposée auprès du greffier du comté. L'avocat de Juliette savait qu'elle existait et avait déjà tenté de soutenir qu'elle avait été signée sous la contrainte, ce que Raymond a décrit comme une tentative désespérée. Les photographies de l'hôtel du Belvédère étaient horodatées et claires. Le journal d'appel couvrant 93 jours de contact avec Kevin Mercier était documenté, et Gérard Simon avait accepté, dans une déclaration signée, de fournir un témoignage concernant le modèle de comportement dont il avait été témoin lors de son propre mariage avec Juliette. Ce dernier élément était celui qui a changé la donne. Son avocat est resté silencieux pendant environ 4 secondes quand j'ai mentionné la déclaration de Simon, m'a dit Raymond. 4 secondes, c'est long dans une négociation. Je me suis laissé ressentir une certaine satisfaction à cela. Gérard n'avait pas hésité quand j'ai appelé pour demander. Il avait dit 100 drachmes, 10 mois ou signé. L'homme payait pour une situation qu'il ne pouvait pas prouver depuis des années. C'était sa chance de mettre quelque chose au dossier. Le système, tel que j'avais fini par le comprendre grâce aux explications de Raymond, n'était pas conçu pour des hommes comme moi. La France reconnaît le divorce pour faute, mais il nécessite une préparation, une documentation et la volonté de rester froid quand tout temps vous veut réagir. La plupart des hommes ne gèrent pas les trois. Ils réagissent trop tôt, documentent trop peu ou font confiance aux mauvaises personnes avec des informations qui sont utilisées contre eux. Je n'avais fait aucune de ces choses, et cela faisait une différence. 2 jours après l'appel de Raymond, Kevin Mercier m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Je n'ai pas reconnu le numéro avant la 2e sonnerie. Puis je l'ai reconnu grâce aux journaux d'appel de Juliette, et j'ai répondu. Sa voix était calme, mais tendue. Le genre de calme qui est fabriqué. Il a dit qu'il pensait que nous devrions parler, d'homme à homme. Il a dit que la situation était devenue compliquée et qu'il n'avait pas eu l'intention que quelqu'un soit blessé. Il a dit et c'était la partie qui m'a presque fait perdre mon sang-froid que je devais comprendre que Juliette était venue vers lui, et non l'inverse. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, Kevin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose.
Cet appel téléphonique est enregistré. Tu m'as appelé. Tout ce que tu viens de dire est sur bande, y compris l'aveu que tu étais impliqué avec ma femme. Je transférerai ceci à mon avocat d'ici la fin de la journée. Silence. Passe une bonne après-midi, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. J'ai éloigné le téléphone de mon visage et j'ai regardé l'écran un moment. Mes mains étaient stables. Mon pouls était élevé mais contrôlé. J'avais été calme tout au long de l'appel parce que je savais à un certain niveau qu'il prendrait contact une fois que les choses commenceraient à bouger légalement. Les gens qui croient être intouchables veulent toujours gérer la situation quand ils réalisent qu'ils ne le sont pas. J'ai envoyé l'enregistrement à Raymond dans l'heure. Sa réponse était une seule ligne, c'est utile. Bien joué. Olivier est passé ce vendredi soir. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière avec les lumières allumées cette fois. Plus aucune raison de s'asseoir dans le noir. J'ai raconté à Olivier l'appel de Kevin. Olivier a secoué la tête lentement et a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire. Il t'a appelé, a dit Olivier. Pour s'expliquer. Il pensait qu'il pouvait aplanir les choses, ai-je dit. Certaines personnes croient sincèrement que parler équivaut à réparer. Olivier a regardé le jardin. Que dit Raymond sur le calendrier? Médiation d'abord. Son avocat sait que le contrat de mariage est solide et que les photographies ne vont nulle part. Raymond pense que nous réglerons ça sans aller au procès. J'ai fait une pause. Elle n'aura pas de pension alimentaire pour conjoint. La réclamation sur les revenus de l'entreprise est rejetée. Elle prend ses effets personnels et ce avec quoi elle est arrivée. Gérard va apprécier ça, a dit Olivier. Gérard est déjà au dossier, ai-je répondu. C'est la chose la plus proche de la justice qu'il obtiendra, et il le sait. Nous sommes restés assis tranquillement pendant un moment. Le quartier s'installait dans un vendredi soir ordinaire, un chien aboyant quelques mètres plus loin, la tondeuse à gazon de quelqu'un au loin, le bourdonnement domestique particulier d'un endroit où la plupart des gens étaient exactement là où ils s'attendaient à être. J'ai pensé à Bastien. Il était allé avec Juliette chez sa sœur la semaine après la signification des papiers. Je ne l'avais pas vu depuis. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et je n'avais aucun moyen de le lui expliquer en des termes qu'un enfant de 6 ans pouvait saisir. Ce que je pouvais faire, et ce dont j'avais déjà discuté avec Raymond, c'était de documenter ma volonté de rester impliqué dans sa vie et de le mettre dans une lettre à Juliette par le biais de l'avocat. Quel honneur cela ou non était son choix. Je n'allais pas courir après. Ce que j'avais construit sur 12 ans était intact. Les ateliers fonctionnaient. La maison était à moi. L'homme qui s'était assis dans un restaurant avec Gérard Simon il y a quelques semaines et avait écouté une histoire qu'il reconnaissait n'allait pas finir par vivre cette même histoire. J'ai enregistré le mémo vocal numéro 6 cette nuit-là. L'appel de Kevin Mercier, l'enregistrement, la réponse de Raymond, la visite d'Olivier. J'ai fait une pause à la fin pendant un moment. Puis j'ai dit, Juliette pensait qu'elle avait choisi la bonne cible, un homme avec assez à perdre pour qu'il préfère absorber le coup plutôt que de se battre. Elle avait tort à ce sujet. Elle avait tort sur la plupart des choses. J'ai arrêté l'enregistrement. La médiation a eu lieu un mercredi matin, 6 semaines après la signification des papiers. Raymond m'y avait préparé avec la minutie d'un homme qui comprenait que la préparation est la seule chose qui sépare un bon résultat d'un mauvais. Juliette et moi étions assis de part et d'autre d'une table de conférence dans un immeuble de bureau du centre-ville de Lyon, nos avocats respectifs à nos côtés. Elle avait l'air composée. Elle était toujours composée en public. C'était l'une des choses que j'avais autrefois admirées chez elle. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle se tenait ce matin-là, une attitude défensive qui n'avait pas été là dans les premiers jours de notre mariage quand elle avait toutes les raisons de croire qu'elle contrôlait la façon dont les choses finiraient. Elle ne contrôlait pas cela. La médiation a duré 4h30. Je ne raconterai pas chaque échange. La plupart du temps, c'était des avocats parlant à un médiateur tandis que Juliette et moi étions assis l'un en face de l'autre en disant très peu de choses directement, mais la forme de tout cela était exactement ce que Raymond avait prédit. Delaunay et Croix sont arrivés avec leur liste. Raymond a posé la clause de fidélité prénuptiale sur la table à côté des photographies, des journaux d'appel et de la déclaration signée de Gérard Simon. L'avocat de Juliette a demandé une suspension de séance après 20 minutes. Quand ils sont revenus, la demande de pension alimentaire pour conjoint avait été retirée. Ce qui restait était la division des actifs acquis pendant le mariage.
Une liste relativement courte étant donné que nous étions mariés depuis 2 ans et demi, et que j'étais entré avec des biens propres clairement documentés. Elle a reçu ses effets personnels, un véhicule que nous avions acheté conjointement il y a 18 mois, et un montant de règlement que Raymond a décrit par la suite comme juste et bien inférieur à ce qu'elle aurait obtenu si la clause de fidélité n'avait pas été en jeu. Elle a tout signé cet après-midi-là. J'ai tout signé cet après-midi-là. À l'extérieur du bâtiment, Raymond m'a serré la main et a dit que j'avais géré le processus aussi bien que n'importe quel client avec lequel il avait travaillé. Je l'ai remercié et je le pensais. 2 semaines après la médiation, Nicole Simon m'a appelé. La mère de Juliette. J'ai failli ne pas répondre à celui-là non plus, mais quelque chose m'a fait décrocher. Elle était silencieuse au début, comme si elle choisissait ses mots de la façon dont on le fait quand on sait qu'on n'en a pas beaucoup à dépenser. Puis elle a dit, « Je vous dois des excuses, Marcel. Je ne savais pas pour la première fois, pour Gérard. Je ne savais pas qu'elle avait déjà fait ça. » Une autre pause. J'aurais dû poser des questions plus difficiles il y a longtemps. Je lui ai dit que j'appréciais l'appel. Je le pensais aussi. Nicole a demandé des nouvelles de Bastien. Je lui ai dit que c'était un bon gamin qui n'avait rien fait de mal. Elle a dit qu'elle le savait. Nous en sommes restés là. L'appel a duré 8 minutes. Cela n'a rien changé légalement ou matériellement, mais il y avait quelque chose à propos d'une femme de 61 ans appelant pour dire que j'avais tort qui passait différemment de la plupart des choses dans tout ce processus. Elle n'avait pas à passer cet appel. Elle l'a fait quand même. 3 semaines après la médiation, j'ai reçu un SMS de Diane Mercier. Court. Elle avait toujours été économe dans ses messages. Elle a dit que Kevin avait déménagé et qu'elle avait déposé ses propres papiers. Elle a dit qu'elle et sa fille allaient bien. Elle a dit « Merci encore une fois ». J'ai répondu par SMS « Prenez soin de vous et de votre fille ». C'était la fin de cette correspondance. L'atelier de Bron a établi un record de revenus trimestriels le mois où le divorce a été finalisé. Mon emplacement de Vez était en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Le 3e atelier, que j'avais envisagé d'agrandir, avait un entrepreneur qui venait pour une évaluation en février. J'avais bâti 3 entreprises à partir de rien, et elles étaient toujours debout, toujours en croissance parce que personne n'avait mis la main sur ce que j'avais passé 12 ans à faire. Olivier et moi avons dîné un vendredi soir environ un mois après que tout a été finalisé. Un vrai dîner, des steaks, pas des bières sur la véranda, dans un endroit à Vez où nous allons depuis le début de la trentaine. Nous avons parlé de ses enfants, de sa femme, d'un voyage en voiture qu'il prévoyait au printemps. Conversation normale, le genre auquel on revient quand l'urgence est terminée. Vers la fin de la soirée, Olivier a posé son verre et m'a regardé un moment. « Tu vas bien ? Vraiment ? » J'y ai pensé honnêtement avant de répondre. « Ouais, ai-je dit. Je vais bien. » Il a hoché la tête comme s'il me croyait parce que c'était vrai. Je pensais parfois à Bastien. J'espère que Juliette le laissait rester proche d'Olivier et de moi de la manière qu'elle pouvait tolérer. J'avais écrit la lettre que Raymond avait suggérée, une expression formelle documentée de volonté de rester impliqué, et c'était au dossier. Le reste dépendait d'elle. J'ai conduit chez moi cette nuit-là le long des mêmes routes que j'avais conduites pendant 20 ans. Passé l'atelier de Bron avec ses lumières éteintes et l'enseigne que j'avais mise quand je l'avais acheté. Passé le tronçon du cours Émile Zola où j'avais suivi Kevin Mercier sans qu'il en ait la moindre idée. Passé le quartier où j'avais construit une vie qui était toujours la mienne. Je me suis garé dans l'allée, je suis entré et je suis resté debout dans ma cuisine un moment dans le calme. Puis j'ai commencé à penser à février et à l'entrepreneur et si l'agrandissement avait plus de sens du côté ou du nord. Certains hommes sont mis à terre et passent des années à essayer de se rappeler qui ils étaient avant que cela n'arrive. J'ai été mis à terre, j'ai gardé mon équilibre et je suis ressorti dans ma propre vie avec tout ce qui comptait encore entre mes mains. C'est ce que 12 années passées à construire quelque chose vous apprennent. Vous ne lâchez pas prise facilement et vous ne laissez personne d'autre décider de ce que cela vaut.